Dossier 4. Dyspnée à radiographie thoracique normale. Donc il s'agit d'une femme de 72 ans qui est admise aux urgences pour dyspnée évoluant depuis 24 heures. Dans les antécédents, on note un asthme, donc c'est peut-être une crise d'asthme, un diabète non insulinodépendant, une HTA, une colopathie fonctionnelle, une appendicectomie. Son traitement comprend un IEC et un biganide. Donc ça, il faut se dire peut-être qu'il va falloir l'arrêter, et du Bricanyl à la demande. Donc l'histoire consiste en une dyspnée brutale dans la soirée alors qu'elle a voyagé en autobus toute la journée. Donc ça c'est un voyage prolongé, il faut penser phlébite embolie pulmonaire. La patiente décrit une sensation d'oppression thoracique avec palpitations et douleur basithoracique gauche. Ça nous évoque quand même beaucoup une embolie pulmonaire. L'interrogatoire retrouve en outre la notion de rectorragie peu abondante. Alors là on se dit attention, elle saigne, ça peut peut-être contre-indiquer les anticoagulants. Quasi quotidienne depuis environ 3 mois, avec une perte de 8 kg. Donc altération de l'état général plus rectorragie, ça sent un peu le cancer colorectal. À l'examen clinique, l'auscultation cardio-pulmonaire est normale, les bruits du cœur sont irréguliers. La tension est normale, la fréquence cardiaque élevée, la fréquence respiratoire élevée, la température est normale et la patiente est hypoxémique puisqu'elle a une SAT à 84%. L'abdomen est souple et indolore et le TR ne ramène pas de sang et on ne retrouve pas d'hémorroïdes. Donc c'est-à-dire que le saignement il vient d'un peu plus haut. Les mollets sont souples et indolores, il n'y a pas de signe de phlébite donc. La radiographie thoracique que vous avez demandée est normale. Et sur le bilan biologique, on retrouve une anémie microcytaire et pas d'autres anomalies notables en dehors des dimères qui sont positifs à 1200. Alors, la première question est la suivante. Quelles sont les étiologies à évoquer devant une dyspnée et une radiographie pulmonaire normale? Donc ça, c'est une question de cours. Il y a la crise d'asthme, il y a l'embolie pulmonaire, et après, il y a des choses un petit peu plus rares. Il y a le corps étranger, il y a l'acidose métabolique qui rend dyspnéique, il y a l'anémie qui peut rendre dyspnéique, il y a la tamponnade péricardique, mais en général, sur la radiographie, on a quand même un gros cœur. Et puis il y a les causes centrales de dyspnée et qui est un peu le diagnostic d'exclusion, les causes psychologiques et les douleurs thoraciques notamment qui peuvent rendre très dyspniques. Alors on va passer à la question 2. Vous avez donc réalisé l'examen suivant que vous pouvez voir là, qui est un électrocardiogramme et on vous demande de l'interpréter. Donc, vous constatez que c'est un électrocardiogramme avec un rythme qui est irrégulier. Si vous regardez les QRS, ils ne sont pas répartis régulièrement. Vous constatez par ailleurs qu'on n'arrive pas à identifier d'onde P. Et puis on voit une trémulation de la ligne isoélectrique, on le voit particulièrement à cet endroit-là, où ça fait comme ça. Donc, rythme fréquence irrégulier, absence d'onde P, trémulation de la ligne isoélectrique, c'est un ECG d'ACFA, donc d'arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire. Question numéro 3. Quelle est votre hypothèse diagnostique principale concernant l'épisode respiratoire actuel justifié? Donc on en a suffisamment parlé, il s'agit d'une embolie pulmonaire. Il faut préciser tout de suite derrière qu'elle n'a pas de critères de gravité. Je vous rappelle que les critères de gravité de l'embolie pulmonaire, c'est le choc. Donc comment vous justifiez ça? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a l'anamnèse, c'est une dyspnée c'est une dyspnée brutale qui survient après un voyage prolongé, avec une sensation d'oppression thoracique, une douleur thoracique qui est latéralisée, qui est basithoracique. Cliniquement, chez une patiente qui a une hypoxémie ou une désaturation, une polypnée, une tachycardie, qui sur le CG a une ACFA, c'est classique, le passage en ACFA au moment des embolies pulmonaires, à cause de l'hyperpression générée dans l'oreillette, qui a une radio pulmonaire normale, et puis probablement dans un contexte, on en parlera un petit peu par la suite, de suspicion de néoplasie, qui est un facteur favorisant de l'embolie pulmonaire. Question numéro 4. Vous demandez une gazométrie artérielle. Quelle constatation conforterait votre diagnostic? Donc ça, c'est une question de cours. Les caractéristiques de la gazométrie dans l'embolie pulmonaire, c'est l'effet Shunt, à savoir une hypoxie et une hypocapnie, et plus précisément une PaO2 plus une PaCO2 inférieure à 120 mm de mercure. Question numéro 5. Quelle maladie sous-jacente doit-on suspecter devant ce tableau? Justifié. Donc il s'agit d'une néoplasie colorectale
Comme je vous ai expliqué, devant une embolie pulmonaire, il faut toujours rechercher des arguments cliniques en faveur d'une néoplasie parce que quand il y a un cancer, il y a un risque augmenté de maladie thromboembolique. Et donc en l'occurrence chez cette dame, on a la notion de colopathie fonctionnelle, ça se trouve c'est un cancer qui évolue depuis plusieurs mois voire plusieurs années. On a des rectoragies, on a une altération de l'état général et puis on a un examen de la marge anale qui n'explique pas les rectoragies et bien sûr on a l'embolie pulmonaire. Et enfin oui, on a l'anémie microcytaire qu'on retrouve à la biologie qui est en faveur d'une hémorragie occulte. Question numéro 6. Concernant le problème respiratoire, quel examen complémentaire à visée diagnostique demandez-vous en urgence et après quelles précautions? Donc l'examen qu'on demande en urgence, c'est un angioscanner thoracique avec donc injection, ça c'est sous-entendu dans le nom, pour étudier les artères pulmonaires. Alors pourquoi est-ce qu'on demande un angioscanner? Parce qu'il s'agit d'une embolie pulmonaire avec une probabilité intermédiaire et des dédimères qui sont positifs et que c'est l'examen de référence pour le diagnostic d'embolie pulmonaire. Chez les patients qui sont allergiques à l'iode, on peut lui préférer la scintigraphie et chez les patients qui sont insuffisants rénaux, c'est-à-dire qui ont une clairance inférieure à 30 ml, on leur préfère aussi la scintigraphie. Donc ça, c'est les choses qu'il faut vérifier avant, c'est qu'il n'y a pas d'insuffisance rénale, ce n'est pas le cas de la patiente, et qu'il n'y a pas d'allergie aux produits de contraste iodé. Et donc dans ce dossier en particulier, les précautions à prendre, c'est une hydratation et l'arrêt des IEC et des biganides qui peuvent interférer avec l'injection de produits de contraste iodé et favoriser les insuffisances rénales et la toxicité des biganides. Alors je profite de cette question pour refaire un petit point sur probabilité embolie pulmonaire et dosage des dédimères. Donc vous savez qu'il y a des scores qui existent, notamment le score de Genève, qui vous permet de classer sur les éléments cliniques la suspicion d'embolie pulmonaire en faible, intermédiaire et élevée. Je pense que le score de Genève est à connaître. Et donc, sachez que quand vous avez une probabilité faible ou intermédiaire d'embolie pulmonaire, il faut faire les dédimères. Si les dédimères sont positifs, vous faites l'angioscanner ou la scintigraphie si l'angioscanner est contre-indiqué. Et si la probabilité est faible ou intermédiaire et que les dédimères sont négatifs, vous vous arrêtez là. Vous excluez le diagnostic d'embolie pulmonaire. En revanche, si la probabilité d'embolie pulmonaire est élevée, vous ne passez pas par l'étape dédimère, vous allez directement à l'angioscanner ou à la scintigraphie si l'angioscanner est contre-indiqué. Question numéro 7. Cet examen confirme votre hypothèse. Quelle est votre prise en charge thérapeutique? Donc, il s'agit d'une embolie pulmonaire sans critère de gravité. Ça nécessite une hospitalisation en salle de pneumologie, un repos au lit pendant les 48 premières heures de l'anticoagulation efficace, une oxygénothérapie pour avoir une SAT supérieure à 96%. Ensuite, le traitement spécifique, c'est le traitement anticoagulant. Donc, classiquement, on débute par des HBPM, type Inoep ou Lovenox. Là, comme la dame elle a des rectoragies, on peut se poser la question d'une contre-indication aux anticoagulants. Donc sachez que les rectoragies, si elles sont peu abondantes, c'est pas une contre-indication absolue aux anticoagulants. Là, le rapport bénéfice-risque, il est plutôt en faveur du traitement de l'embolie pulmonaire. En revanche, si vous voulez être prudent et si vous avez peur que les rectoragies se majorent sous héparine, dans ce cas-là, utilisez des héparines non fractionnées. Parce que la demi-vie est plus courte et que c'est plus facilement antagonisable par le sulfate de protamine que les HBPM. Donc là, vous pouviez mettre HBPM ou héparine non fractionnée, les deux étaient comptés comme bons. En revanche, il ne faut pas faire de relais précoce par des AVK parce que comme vous êtes devant un tableau avec des rectoragies et possiblement un cancer colique, vous savez que dans les jours prochains, vous allez avoir envie de faire une coloscopie. Et que pour faire la coloscopie, l'intérêt c'est de faire des biopsies et que si la patiente est sous AVK, vous n'allez pas pouvoir la biopsier. Alors que si vous la laissez sous héparine, vous arrêtez les héparines 24 heures ou 12 heures avant en fonction de l'héparine que vous utilisez et comme ça vous pouvez faire les biopsies coliques sans risque. Voilà, donc si on en revient au traitement, on a dit hospitalisation, oxygène, repos au lit, traitement anticoagulant, pas de relais.
Et puis après, il y a toutes les mesures associées, le traitement antalgique, le traitement IPP si nécessaire, l'arrêt de la metformine et le relais par insuline, parce que la metformine c'est contre-indiqué chez les patients qui sont hypoxémiques, et bien sûr la surveillance de l'efficacité et de la tolérance sur la saturation, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, les douleurs, et puis vérifier que les rectorragies ne se majorent pas avec le traitement. Et réaliser une numération formule plaquettaire. Faut-il demander une échographie Doppler des membres inférieurs à la recherche de thrombose veineuse profonde? Alors non, c'est pas nécessaire parce que ça ne va pas changer l'attitude thérapeutique. Là, vous savez que la patiente elle a une embolie pulmonaire. Vous savez que vous allez devoir l'anticoaguler au minimum 6 mois, à vie si jamais on lui découvre un cancer, enfin jusqu'à guérison du cancer si on lui découvre un cancer. Et le fait qu'il y ait ou non une phlébite ne va pas changer votre prise en charge thérapeutique ni la durée du traitement anticoagulant. Et faut-il mettre des bas de contention systématiquement? Alors non, les bas de contention n'ont montré leur efficacité que dans la prévention du syndrome post-phlébitique chez les patients qui ont une phlébite symptomatique. C'est-à-dire que vous mettez des bas de contention chez les patients qui ont des signes de thrombose veineuse profonde avec une grosse jambe pour éviter le développement du réseau veineux collatéral. Mais chez une patiente qui n'a pas de signe de phlébite et qui en plus est anticoagulée de façon efficace, il n'y a pas d'indication à mettre des bas de contention. Et combien de temps sera traitée la patiente? Ça, je vous l'ai déjà un petit peu évoqué. Si jamais on considère que c'est une embolie pulmonaire idiopathique, c'est 6 mois de traitement. Si on considère que c'est une embolie pulmonaire provoquée, là ça peut se discuter parce qu'il y a un voyage prolongé, c'est 3 mois de traitement. Et si c'est une embolie pulmonaire dans un contexte de cancer, c'est la durée, c'est à vie ou jusqu'à ce que le cancer soit considéré comme guéri ou en rémission depuis plus de 6 mois. Petite parenthèse, si on lui découvre un cancer, on ne fera pas de relais AVK, car il y a des études qui ont montré que les maladies thromboemboliques qui surviennent dans des contextes de néoplasie récidivent plus fréquemment sous AVK, donc c'est des patients qu'on laisse sous HBPM. Dernière question. Donc la voisine de la patiente qui dit être une amie très proche vous appelle pour avoir les résultats des examens. Que lui répondez-vous ? Donc là, il s'agit d'une question sur le secret professionnel. Il faut savoir que normalement, on ne transmet d'informations qu'au patient lui-même et à sa personne de confiance qu'il a désignée. Donc la voisine, c'est pas la personne de confiance, donc on lui transmet pas d'informations. Et en plus, on ne transmet pas d'informations par téléphone parce qu'on ne sait jamais qui est à l'autre bout du fil.